Comment vient-on à tolérer l'intolérable? Comprendre le contrôle coercitif. Dans certaines relations, il y a des personnes brillantes, sensibles, même parfois extrêmement sensibles, bienveillantes, empathiques, qui finissent par accepter des comportements qu'elles auraient jugés inacceptables chez d'autres. Ce paradoxe, qui est douloureux, est souvent incompris par la plupart d'entre nous. Et c'est pourtant ce qui est au cœur de ce qu'on appelle l'emprise. Là, brièvement, on va explorer le mécanisme du contrôle coercitif et comment il pousse la victime à tolérer l'intolérable. Le contrôle coercitif, c'est une violence invisible, mais particulièrement destructrice. Le contrôle coercitif est une forme de violence psychologique avérée, insidieuse. Il ne repose uniquement que sur l'emprise et la manipulation. Il n'y a pas forcément des cris ou des coups, mais ce sont des stratégies répétées de domination, de manipulation et d'isolement. Et l'auteur prend le pouvoir à nouveau tout en subtilité. Il surveille, il culpabilise, il dévalorise, il réduit l'autonomie de la victime. Peu à peu, la victime perd ses repères, ses forces et sa liberté de penser. Les premières ficelles de l'emprise, c'est exactement celles qu'on retrouve dans les débuts de la manipulation. Christelle Petit-Colin en a beaucoup parlé dans ses ouvrages, mais pas que. Il y a Racadamier, il y a d'autres auteurs, Irigoyen par exemple, qui ont beaucoup parlé de ces questions de manipulation et de comportements pervers et narcissiques. Donc, la victime va perdre ses repères, ses forces et sa liberté de penser. Les premières ficelles sont donc la séduction, tout comme la manipulation, la victimisation, la culpabilisation et l'intimidation. L'entrée dans une relation d'emprise suit souvent un scénario qui est éprouvé. On retrouve quasiment systématiquement le même modus operandus. La séduction, l'auteur va charmer, va flatter, va sembler admirable de l'autre, il va montrer son meilleur jour, et c'est le fameux masque dont j'ai déjà beaucoup parlé lors des ficelles de la manipulation. Ce masque, il va le garder tout autour de lui, donc à part la victime, peu de personnes vont réellement comprendre et réaliser l'enfer que souvent l'épouse est en train de traverser. Alors, il y a également des hommes victimes de contrôle coercitif, mais la majorité reste des femmes. Donc, la victimisation, ensuite, il va se montrer extrêmement fragile, va raconter combien il a souffert, son enfance a été terriblement malheureuse, combien il est blessé, et combien il ne peut pas vivre sans l'autre, sans vous. Puis la culpabilisation. La victime va peu à peu se sentir mais carrément responsable de ce qui se passe, de ses émotions. Ça va être le chaud et le froid. L'auteur va tout d'un coup devenir extrêmement désagréable et va même utiliser le gaslighting, donc transmettre à la victime que c'est à cause d'elle si la situation est là. L'intimidation ensuite, donc des critiques, des regards extrêmement froids qui peuvent même évoquer quelque chose de l'ordre de la dangerosité ou des menaces voilées qui peuvent apparaître. C'est parfois dans cette étape-là aussi que dans le contrôle coercitif, il y a donc le contrôle économique qui fait que l'auteur a une surveillance sur votre compte, sur l'argent que vous dépensez. Il a un contrôle sur vos tenues vestimentaires, va vous faire régulièrement des remarques que c'est inacceptable de sortir en jupe,
etc., etc. Et il y a également une forme plus terrible autour des contraintes sexuelles. J'ai plusieurs victimes qui ont évoqué ce type de contraintes, dont une qui était violée la nuit pendant qu'elle dormait. Voilà jusqu'où ces personnes sont capables d'aller. Euh, cette progression, elle est évidemment douce, entre guillemets, perdure dans le temps, ce qui fait qu'au fur et à mesure des situations, la victime va de plus en plus souffrir d'une grande confusion mentale, peut même avoir l'impression qu'elle n'est plus du tout en raccord avec la réalité, peut même avoir l'impression qu'elle est en train de devenir folle. C'est pour ça que c'est très important que l'extérieur puisse mettre un regard, mettre des mots sur l'ignobilité de, de ces situations. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres au contrôle coercitif. Et là, j'ai déjà souvent entendu des gens me dire c'est parce que ce sont des femmes qui sont faibles. Non, ça n'est pas de la faiblesse. Et ça n'est pas non plus un manque d'intelligence. Le contrôle coercitif est exercé sur différents types de femmes qui n'ont absolument, on ne peut pas les marquer dans un contexte socio-économique. Il y a des femmes d'une grande intelligence universitaire qui sont victimes de contrôle coercitif également. Donc les pistes, pourquoi il y a cette vulnérabilité? Ce que j'observe dans mes accompagnements avec les victimes, c'est la dépendance affective, qui sont parfois, qui viennent de manques précoces, donc souvent dans l'enfance. On parle de dépendance affective, donc de problèmes également d'attachement. Il y a une faible estime de soi ou un besoin fort d'être aimé. Donc, comme certaines victimes peuvent se sentir vides affectivement, et l'autre, dès qu'il a un mot gentil, bienveillant, va remplir ce vide qui est parfois abyssal. Un passé de traumatisme également, d'attachement, comme je l'ai dit, insécurisé. Un fonctionnement hypersensible. Là, j'évoque également les personnes dites en surefficience mentale. On peut les appeler les zèbres, les HPI. Ces traits rendent plus susceptibles d'être manipulés par des auteurs de contrôle coercitif. C'est une réalité. Ensuite, le gaslighting, c'est une arme qui va faire douter de soi-même. Et au cœur de ce contrôle coercitif, il y a le gaslighting. Cette technique donc vise à faire douter la victime de sa mémoire, de ses émotions, voire même de sa santé mentale. Petit à petit, ce retournement fait qu'elle ne sait plus ce qu'elle vit, et si ce qu'elle vit est vraiment réel, grave ou même légitime. Ce brouillage de réalité, cette confusion mentale, psychique, la rend de plus en plus facile à contrôler. Il y a certaines clientes qui me disaient qu'est-ce qui faisait qu'elles avaient été dans ce type de relation. Une m'avait répondu parce que je me disais que j'avais de la chance, qui m'accorde de l'importance. Jusque-là, elle estimait que les hommes ne la regardaient pas. Donc ça, c'est une preuve d'emprise. Quand la personne pense qu'elle a de la chance d'être écoutée, tolérée ou même aimée, quelle chance elle a évidemment, par quelqu'un qui l'a fait souffrir, c'est le signe que la violence, elle est vraiment devenue banale. L'estime de soi est si érodée que le respect devient luxe, non un droit. Et là, c'est un indicateur extrêmement fort de l'emprise. Je rajoute red flag. Se reconstruire, sortir du silence, retrouver sa valeur, revenir à soi, c'est d'abord mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Ensuite, c'est se reconnecter à ses ressentis. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est se reconnecter à son intuition. Et souvent, quelque chose en nous s'agite et nous dit « ça ne joue pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et c'est également se connecter à sa propre vérité. L'aide d'un ou d'une thérapeute est souvent essentielle, justement
pour sortir de cette confusion, de ce brouillard et de retrouver une identité dégagée de la peur. J'ajoute que la personne qui est dans le contrôle coercitif va très très régulièrement isoler la victime, j'ai envie de dire même le mot proie, de ses proches, de ses amis, de toute forme de ressources, de toute personne qui pourrait identifier la problématique. Donc la victime est seule, en danger, parce que lorsque la victime, qu'elle soit accompagnée ou pas, réalise que ça ne va plus du tout, que sa santé physique est impactée, que le niveau de stress est tel qu'il entraîne souvent des maladies parfois très graves, dont des cancers, ou des maladies mentales, dépression, anxiété généralisée, etc., etc. La victime peut alors sortir, mais pas n'importe comment, parce que l'auteur va de toute façon user de représailles et ça peut avoir des incidences et sur la victime, mais également les enfants, s'il y en a. Donc voilà, l'idée c'est de sortir du brouillard, retrouver une identité, votre identité, et cette identité doit être dégagée de la peur. Une fois chose faite, vous avez fait, je pense, les 3/4 du chemin, mais vous avez surtout sauvé votre santé physique, votre santé mentale et probablement même votre vie. Parce que dans ces questions de contrôle coercitif, l'auteur de ces violences psychologiques, lorsqu'il est acculé, lorsqu'il est frustré, lorsqu'il vous perd, est capable de tout. Ça veut dire vous pousser au suicide ou carrément vous tuer. Donc oui, j'en parle beaucoup parce que ces situations sont souvent extrêmement graves et qu'elles impactent des victimes adultes, mais le drame, c'est que des enfants sont concernés dans ces questions de manipulation mentale, de contrôle, qui perdurent après la séparation. Donc tolérer l'intolérable, ça n'est pas un choix conscient, c'est une stratégie de survie d'une victime, d'une personne qui a été progressivement amenée à croire qu'elle n'avait pas d'autres options. Et comprendre ces mécanismes, c'est déjà amorcer la sortie et se rappeler, on ne doit jamais mériter le respect, jamais. Il est à la base de toute relation saine. À partir de là, les choses deviennent claires comme de l'eau de roche. Vous avez le droit de rencontrer des personnes qui vous respectent, qui vous aiment tel que vous êtes, qui peuvent écouter vos besoins, vos demandes, tout comme vous le faites dans une relation saine. Voilà, Christelle Petit-Colin, si elle était là, elle terminerait avec un seul mot. Fuyez, mais préparez votre fuite. Prenez soin de vous.